Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Donc l'inclusion du handicap est un aspect essentiel du respect des droits humains, du développement durable, de la paix et de la sécurité. Cette inclusion essentielle à la personne inscrite est inscrite dans le programme du développement durable à l'horizon 2030, c'est-à-dire ne laisser personne de côté. L'engagement pour la réalisation des droits des personnes handicapées n'est seulement qu'une question de justice, mais un investissement dans notre avenir commun. L'ampleur de l'inclusion avec la crise mondiale liée à la Covid-19 montre combien l'inclusion du handicap est indispensable. Décès. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne handicapée, c'est toute personne dont l'intégrité physique ou encore mentale est progressivement ou définitivement diminuée. Et ceci peut apparaître soit avec la naissance, soit avec l'âge, soit au cours d'un accident qui apparaît lors de son évolution. Il faut également noter que les personnes à mobilité réduite ont quand même un quotidien qui ressemble à un véritable quotidien d'un combattant. Et ces personnes à mobilité réduite trouvent en fait leur nombre qui augmente au jour en jour avec les naissances qui évoluent et les sociétés qui vont également les aider pour leur intégration dans la société n'en sont pas des moindres. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la journée internationale du handicap. Donc le thème de cette année porte sur le leadership et la participation des personnes handicapées vers un monde inclusif, accessible et durable après Covid. Donc nous avons deux invités aujourd'hui qui sont avec nous pour parler un peu de la journée internationale, mais aussi de l'handicap. Qu'est-ce que c'est? Donc vous allez en savoir plus dans quelques minutes. Bonjour Dr Fessal. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Donc nous avons aujourd'hui avec nous donc Madame Irène Manterola, responsable pays humain et inclusion de Handicap International, et Monsieur Didier Nkekbo, directeur des programmes de la FETA, donc la FETA qui est la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Donc bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Et nous espérons vous revoir encore et encore. Un plaisir. On l'espère aussi. Donc, on va à la première question, honneur aux femmes. Donc, depuis 1992, la journée internationale donc des personnes handicapées est célébrée chaque année. Donc, ce 3 décembre, donc à travers le monde. Pourquoi une telle journée, Madame Irène? Je pense que pendant très longtemps, les personnes handicapées ont été invisibles. Donc on les a souvent oubliées. Elles sont souvent oubliées dans les programmes de développement, souvent oubliées dans les programmes sociaux même. Et je pense qu'il est important de rappeler qu'il existe des personnes handicapées, qu'elles sont parmi nous, que ce sont des personnes, des citoyens comme nous, et donc qu'elles sont des sujets de droit. Mhm. Et donc cette journée veut célébrer, rappeler un petit peu, comme on fait la journée de l'enfant, la journée de la femme, que les causes ne sont pas encore gagnées. Il faut encore se battre pour que ces personnes aient accès à leurs droits. Donc tant qu'on devra se battre, il devra exister une journée pour rappeler à chacun, tout un chacun, que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore accès à tous leurs droits. Et puis c'est très bien que justement que ces journées existent pour nous rappeler l'importance de certaines maladies. Donc il ne faut pas oublier, parce que bon, il y en a pas mal, parce que tout le long de l'année, on a tout un calendrier qui nous rappelle un peu ces causes. Donc c'est un combat. Et surtout pour toutes ces personnes, pour nous en fait qui apparaissons sains, pour ne pas dire qui apparaissent en bonne santé, et qu'on évite également de stigmatiser ces personnes handicapées parce que elles en subissent vraiment. C'est vrai. C'est un véritable problème en fait. C'est un véritable problème, effectivement, Dr Fessal. Donc le thème de cette année porte sur le leadership participation des personnes handicapées vers un monde inclusif, accessible et durable. De quoi parle-t-on concrètement, docteur Didier? Voilà. La participation des personnes handicapées, on en parle parce que depuis longtemps, Irène l'a dit, et ces personnes-là ont été oubliées. Et donc, pour qu'il y ait véritablement une inclusion dans la société, il faut la participation. Donc, l'inclusion aboutit à la participation. Alors, lorsque nous prenons tous les aspects, lorsque nous prenons l'emploi, lorsque nous prenons l'éducation, lorsque nous prenons justement la santé et dont on parle, la participation des personnes handicapées n'est pas véritablement au rendez-vous. Sur les questions d'emploi, vous verrez que lorsque nous prenons l'accès à l'emploi de façon générale, les personnes handicapées sont les plus à avoir des problèmes d'accès à l'emploi. Parce que ces personnes-là
ne sont pas capables, que ces personnes-là ne peuvent pas exercer un emploi. Lorsqu'on prend l'éducation, c'est la même chose. Les institutions scolaires ne sont pas accessibles. Et lorsqu'on prend en général les services sociaux de base, la participation des personnes handicapées n'est pas au rendez-vous. Donc ce thème, justement, rappelle que nous devons rendre la société accessible, inclusive. Et donc, lorsqu'on parle d'accessibilité, on parle de l'environnement. Le docteur vient de définir le handicap. Moi, je voulais ajouter que elle ne se limite pas seulement à la déficience, mais c'est la déficience de la personne qui entre en interaction avec justement les obstacles de la société. Et donc, lorsque la société a des obstacles, la participation de la personne handicapée se voit diminuer. Et donc, justement, ce qu'il faut faire, c'est agir sur les obstacles de l'environnement, c'est-à-dire de la société, les obstacles physiques, les obstacles comportementaux, pour que justement la participation des personnes handicapées soit au rendez-vous. Mais par contre, avant même d'en arriver en fait aux obstacles, moi, je me suis toujours dit quand même qu'il y a un combat interne. Hein. Il y a un combat interne que ces individus eux-mêmes mènent avant même de s'afficher dans la société. Une personne, par exemple, qui n'arrive pas à utiliser son membre, son bras ou peut-être le pied, il y a quand même un combat interne que cette personne elle-même, elle mène. La confiance en soi. La confiance en soi, voilà, s'accepter d'abord avant de s'afficher en société et faire face aux autres obstacles. Oui, justement, vous savez, tout part de la société et tout arrive à la société. Vous savez, il y a des enfants handicapés qui naissent et qui sont soit surprotégés par leurs parents ou soit cachés. Donc, il y a les deux extrêmes. Lorsqu'un enfant handicapé est surprotégé, finalement, il n'a pas confiance en lui-même. Il fait toujours recours à ses parents, il faut être aidé, il faut être protégé et tout. De la même façon, il y a des enfants qui naissent et qui sont cachés. Alors, s'il est caché, si on ne le met pas à l'école et tout, et donc, voilà. Là, c'est l'environnement. C'est toujours l'environnement. Les parents immédiats, enfin les parents biologiques, qui ne militent pas pour que la personne ait confiance en soi. Et voilà un peu. Bon, c'est clair que l'aspect qui est lié à la personne existe, mais c'est figé. Comme la taille de la personne, nous avons un teint clair, on a un teint noir, on a une petite taille, on ne peut rien y faire de toute façon. Oui. Mais ce qu'on peut faire, c'est que l'environnement puisse compenser nos petits problèmes physiques, s'il faut le dire ainsi. C'est vrai que d'autres aussi jouent avec leur handicap pour en faire quelque chose de meilleur. On en connaît, il y en a pas mal mais ça, c'est dû à quoi? C'est parce qu'ils ont su se le relever ou parce que c'est toute une question c'est dedans, hein. Madame Irène. Si je peux me permettre, c'est parce que justement, je pense que les personnes handicapées doivent toujours démontrer leur potentiel. On regarde toujours leurs déficiences et du coup, il y a vraiment un effort surhumain, je dirais presque, hein, pour montrer que c'est des gens qui ont quand même un potentiel. Quelqu'un qui n'entend pas, par exemple, c'est quelqu'un qui voit très bien. Oui, très bien. Donc, qui peut développer effectivement qui peut se concentrer sur un seul sens ou sur un autre sens, et du coup qui développe vraiment des capacités énormes. Hein. On a vu souvent ceux qui affinent, ceux qui ajustent les pianos, c'est des personnes qui sont aveugles parce qu'elles entendent, elles entendent beaucoup mieux. Mais c'est quand même encore l'environnement qui les handicape. Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu une exposition en Russie de peinture pour personnes aveugles. Alors on se dirait comment c'est possible. Moi j'avais eu la chance de participer une fois et c'était moi qui étais handicapée. Parce qu'on rentre dans le noir et il faut toucher la peinture. Et on n'a pas cette sensibilité, on n'a pas ce toucher. Donc c'est vraiment parce qu'on est dans un monde où on doit utiliser nos 5 sens, et on doit les utiliser presque à part égale, je dirais, qu'on handicape les gens. Mais effectivement, il y a des gens qui ont la chance d'être accompagnés, parce que la famille joue un rôle important, mais la société aussi. Et on regarde des gens. Et on leur donne des opportunités, parce que c'est toujours une question d'opportunité. Et c'est un peu, dans cette journée, c'est quand même de rappeler
qu'il faut avoir des opportunités, il faut donner des opportunités aux gens. Et moi, Et- moi j'ajouterais que c'est parce que vous êtes là, hein. C'est parce que FETAP est là, c'est parce que HI est là, et c'est vous qui les soutenez, c'est vous qui les faites découvrir leur talent et c'est vous qui les faites mettre en exergue leur handicap, hein. Oui, oui, mais en fait, je vais vous étonner. En principe, ça ne devrait pas être le cas. Nous sommes là juste pour pousser, juste pour mener des actions inspiratrices, mais en principe, toute la société doit faire comme nous. C'est un combat de chacun. Voilà. Commençant par les parrains, très chers téléspectateurs, hein, l'excès de toute chose est nuisible, dit-on souvent. Donc évitez la surprotection de vos enfants, surtout quand ils sont handicapés. Voilà, ça n'arrange vraiment pas C'est leur surtout les cursus, hein. encourager et leur dire tu peux faire, Plutôt, oui. tu peux oser. C'est ça, il faut oser le faire et c'est vrai que c'est le combat de nous, les parents, d'aussi aider et puis soutenir, surtout rassurer. Donc on parle souvent aussi de handicap physique, visuel, sensoriel et en plus du handicap psychosocial. Donc qu'est-ce que c'est exactement un handicap psychosocial, Madame Alors, Irène? comme on disait, le handicap, c'est lié à la société. Donc le handicap psychosocial, il est souvent développé à partir d'une maladie mentale. C'est-à-dire les gens qui souffrent d'une maladie mentale peuvent développer un handicap psychosocial. C'est pas systématique, hein. Il y a des gens qui vont faire des dépressions qui ne sont pas handicapés parce qu'elles arriveront à fonctionner avec tous les codes de la société. Mais parfois, effectivement, une psychose, une schizophrénie, etc., ça peut déclencher un handicap psychosocial. La difficulté de vivre avec les autres, de vivre selon les normes des autres. Et c'est un handicap qui souffre beaucoup, hein, parce qu'il n'est pas reconnu du tout. C'est-à-dire autant quand on voit quelqu'un à qui il manque un membre, c'est facile de dire « Ah, c'est une personne handicapée ». Physique. C'est physique. La maladie mentale ne se voit pas souvent. Et alors, on a encore beaucoup de stéréotypes. C'est des fous, ils sont envoûtés, etc. C'est des gens qui souffrent énormément. Et je dirais que malheureusement, c'est un handicap qui peut nous toucher tous, parce qu'à un moment ou un autre de notre vie, soit parce que pour des questions neurologiques, mais aussi pour des questions d'accidents de parcours, etc., on peut tous souffrir d'un handicap. Et même cela peut arriver même avec des événements de la vie, hein, des événements au cours de la vie, voilà, des chocs, des chocs émotionnels, hein. C'est souvent les déclencheurs d'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse quelque part, et puis il y a un déclencheur. Et puis, on l'a vu avec Covid. Hein. Oui, là, c'est je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que la majorité de la population, dans les premiers temps, où on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas, on était perdus. C'était la panique. Hein. On a vu des totale, réactions. Et là, je pense que, du coup, la Vraiment. santé mentale a pris toute son importance. Et on a tous senti, ce que vous disiez tout à l'heure, on peut tous à un moment basculer dans le handicap, hein, un accident physique, mais aussi une maladie, mais aussi, je pense, un choc dans la vie, et on peut toujours basculer vers un handicap. Donc on a vu qu'on était fragile et que les institutions ne sont pas encore prêtes. C'est ça. Mais il existe d'autres types de handicap, hein, parce on parle d'handicap psychosociaux, mais social, mais c'est déjà un handicap assez large, hein, avec Surtout les le handicaps lourd. sensoriels, le handicap Voilà. physico-moteur. Maintenant, on catégorise aussi tous les dyslexies, tout ce qui est dys dans certains types de handicap, parce qu'encore une fois, le handicap, c'est lié à certains, à la société. oui. Donc on sait que la place de l'éducation et de la scolarisation, donc ça peut aussi être un handicap à un moment, ou pour parler. Il existe beaucoup de handicaps, mais disons qu'on reste quand même dans ces catégories-là pour représenter les handicaps majeurs. Mais justement, depuis 2 ans, le monde connaît, justement, on parlait de la situation de Covid, qui a touché tout le monde, nous tous, à vrai dire. Donc, quelle est la situation des personnes handicapées dans le contexte de notre pays? Vous voulez répondre, Oui, bien sûr. directeur? Alors, la situation des personnes handicapées n'est pas du tout rose. Elle n'est pas rose parce que il y a un contexte général qui prévalait. Alors, le contexte général est que, je l'avais dit tantôt, la majorité des personnes handicapées n'a pas accès à l'emploi. Vous verrez, au Togo, nous n'avons pas, par exemple, la loi des quotas pour dire que, voilà, lors des concours, qu'il y a un pourcentage des personnes handicapées qui automatiquement vont entrer dans la fonction publique. Au niveau du secteur privé, nous n'avons pas des mesures incitatives pour encourager les entreprises privées à recruter les personnes handicapées, etc. Alors ce contexte prévalait, et les personnes handicapées, de façon générale, pour la plupart, qui veulent toujours se battre, entrent dans l'initiative privée. Bon, créer de toutes petites entreprises privées, créer de petites affaires
pour survivre. Alors, avec la survenue de Covid et les mesures de restriction, vous l'avez constaté avec l'état d'urgence sanitaire, les écoles fermées, les lieux de culte, etc., etc., a agi sur les activités économiques de tout le monde, mais surtout des personnes handicapées. Alors, l'État devait justement prendre des mesures, c'est-à-dire les transferts sociaux pour encourager les gens et tout, et les personnes handicapées ont été encore à la traîne. Parce que, comme je le disais, il n'y avait pas un fichier pour identifier les personnes handicapées, pour pouvoir les aider. Et donc, les gens ont reçu des transferts et la majorité des personnes handicapées, ceux qui souffraient même, n'en ont pas reçu. En fait, tout ça pour parler des conditions économiques du pays. des personnes handicapées. Maintenant, sur le plan sanitaire, comme vous savez, la majorité de ces personnes ont besoin d'assistants. Donc, il y a la question de promiscuité. Et donc, c'est clair que ces personnes sont les plus exposées à la contamination. Bon, sans études, on ne peut pas faire la part des choses, mais de façon logique, la promiscuité avec les personnes qui les soutiennent et les aides techniques que ces personnes utilisent, qui peuvent être touchées par d'autres personnes, sont justement des sources de contamination. Alors, donc ça, c'est le second point. Le troisième point, c'est la question de communication. Comme vous le savez, à la survenue de Covid, il y a eu beaucoup de communication sur les médias pour informer la population. Il y a des publicités, il y a des émissions que vous faites, notamment New World TV, etc. Mais une frange de la population n'avait pas accès à la communication, notamment la population des personnes handicapées auditives. Et vraiment, nous avons fait des pieds et des mains, justement avec l'appui de Handicap International, pour pouvoir expliquer à nos médias, pour pouvoir expliquer, échanger un peu avec le ministère de la Communication, le ministère de la Santé, que justement, il y a une frange de la population qui a besoin d'être informée. Donc, il faut que les émissions puissent être interprétées en langue de signes. Et donc, nous avons fait quelques... Je vais vous couper juste un instant, monsieur le directeur. On va revenir juste après les informations. Restez avec nous. Parfait.